La industria chilena está agrupada en una institución que se llama la Sociedad de Fomento Fabril, institución de la cual yo soy presidente. Esta institución fue fundada, es la más antigua de su tipo en la América Latina y fue fundada en el año 1883. Hasta este momento ha tenido 19 presidentes y yo soy el número 20. On l'a vu, la configuration dans laquelle se trouve Allende le lendemain de l'élection présidentielle, c'est un parlement dans lequel l'unité populaire est minoritaire, et un parti au centre, la démocratie chrétienne, qui est tiraillé entre plus ou moins soutenir Allende, s'opposer à son gouvernement tout en le tolérant et rester un parti d'opposition classique, ou alors rejoindre la droite et sortir l'artillerie lourde pour le virer. On va voir que progressivement, pendant l'année 71, la démocratie chrétienne va faire ce dernier choix, va choisir cette dernière possibilité. La dégradation des relations entre la démocratie chrétienne et l'unité populaire, elle va se faire pendant l'année 71, globalement autour de 3 événements. Alors premièrement, le 4 avril 71, il y a des élections municipales. On l'a vu, c'est la première fois que les jeunes de 18 à 21 ans et les analphabètes peuvent voter. Il s'avère que l'unité populaire fait de meilleurs résultats à ces élections municipales qu'aux présidentielles quelques mois auparavant. Ces élections, elles montrent aussi que la dynamique de polarisation de la vie politique chilienne qui a commencé dans les années 60 et dont on a parlé au début de cette vidéo, elle s'est pas arrêtée avec l'élection d'Allende, au contraire elle continue pendant son mandat. La preuve en est que, à ces élections municipales, les résultats de l'unité populaire augmentent, les résultats de la droite augmentent aussi, par contre, la démocratie chrétienne au centre s'effondre totalement. Donc l'ADC réalise que si elle veut continuer à survivre pendant cette ère de polarisation, elle va devoir choisir son camp entre la gauche et la droite. Alors ce choix, il est facilité par l'assassinat 2 mois plus tard de ce monsieur, qui est un ancien ministre de l'Intérieur de la démocratie chrétienne, et qui est considéré comme le responsable d'un massacre en 69, dans lequel la police avait ouvert le feu sur des familles mal logées, qui réalisaient une Thomas. Ça va le chat? Ça s'était soldé par 10 morts et 70 blessés. Et c'est à ce titre qu'un groupe d'extrême gauche, qui est jusqu'alors totalement inconnu, va l'assassiner. Alors cet assassinat, il est immédiatement condamné par virtuellement toute la gauche, y compris le MIR, et pourtant ça va pas empêcher la démocratie chrétienne de considérer que le gouvernement de l'UP a entretenu un climat de tolérance envers l'action directe, et est donc directement responsable de cet assassinat. À partir de là, l'ADC, elle va progressivement se droitiser. Elle va même présenter un candidat commun avec la droite, avec le Parti national, à des législatives partielles quelques mois plus tard. Cette droitisation de l'ADC, elle va entraîner le départ une fois de plus de son aile gauche, qui va fonder un nouveau parti de centre-gauche qui ne rejoint pas l'UP, mais dans les faits la soutient. Bref, fin 71, la rupture entre la démocratie chrétienne et l'unité populaire est consommée. L'événement qui va officialiser ça, ça va être la manifestation des casseroles vides. En décembre, le Parti national et la démocratie chrétienne vont appeler ensemble les femmes à manifester contre les problèmes de pénurie alimentaire. En fin 71, il n'y a pas encore vraiment de pénurie alimentaire, mais ça va venir, donc on va en reparler. Alors cette manifestation, elle est pas mal critiquée, et ce pour 3 raisons. Déjà parce qu'elle cristallise l'opposition entre 2 visions différentes de la place des femmes dans la société. D'un côté, on parle moins de femmes que de maîtresses de maison, alors que de l'autre côté, dans le programme d'unité populaire, on a, citation, « Le gouvernement appuiera toutes les initiatives visant à aider la femme à se libérer des routinières tâches domestiques ». Forcément, ça pouvait que clasher. Ce qui mène au deuxième point, qui est le profil sociologique des manifestantes. C'est des femmes de la bourgeoisie qui traînent derrière elles à la manif toutes leurs servantes. Et puis troisième point, cette manif, elle est encadrée par Patrie et Liberté, qui est un groupe paramilitaire ouvertement fasciste, et dont le symbole est cette petite merveille. Bref, en organisant cette manifestation, la démocratie chrétienne, elle fait acte de son passage à droite, aux côtés du Parti national, mais aussi aux côtés de ces petits chenapans de Patrie et Liberté. Et elle s'appliquera désormais à empêcher le gouvernement de gouverner.
Par exemple, l'ADC va faire voter par ses parlementaires une réforme constitutionnelle qui vise à empêcher Allende de poursuivre les nationalisations d'entreprises. Face à ce projet qui réduirait à néant toutes les chances de transformer durablement l'économie chilienne, Allende utilise son droit de veto présidentiel. L'opposition sort de son chapeau une interprétation de la Constitution dans laquelle, oui, mais en fait, si on interprète cette virgule de telle manière, ça veut dire qu'Allende il n'a pas le droit de... C'est du pipeau. Et on rentre dans un affrontement juridique qui va durer jusqu'au coup d'État et qui va absolument pomper toute l'énergie des membres du gouvernement et d'unité populaire. Bon, une autre manière d'empêcher efficacement un gouvernement de gouverner, c'est de lancer en permanence des procédures de destitution contre ses membres. Exemple concret, juste avant on a parlé de la manifestation des casseroles vides et du fait qu'elle était encadrée par Patrie et Liberté. Il s'avère qu'à cette manifestation, il y a eu des affrontements entre le MIR et Patrie et Liberté. La DC saute sur l'occasion pour porter une accusation constitutionnelle contre le ministre de l'Intérieur, José Toa, qui fait 3,85 m, et qu'elle accuse de protéger le MIR. Dans le système chilien, ce type d'accusation fait que Toa passe en procès devant le Parlement. Dans le Parlement, la majorité, elle est à l'opposition, donc évidemment, la majorité des parlementaires vote pour la destitution de José Toa. Allende ne se laisse pas faire, il accepte la destitution de Toa, et immédiatement, il le nomme ministre de l'Intérieur. Ni une ni deux, l'opposition saisit le tribunal constitutionnel, qui, après une longue procédure, va confirmer qu'Allende avait effectivement le droit de renommer Toa à un autre ministère. Il va y avoir littéralement en permanence des plaintes constitutionnelles. L'opposition va porter plainte contre tout le monde. Les ministres, les intendants, tous les membres du gouvernement, etc. El ministro de Estado solo responde de sus actos y conductas frente al presidente de la República que lo nombra y lo remueve, y no está sometido en la calificación de la conveniencia o oportunidad de sus actuaciones al parecer de la mayoría del Congreso. Ese juicio político solo le es permitido en el régimen chileno al presidente de la República. Por lo tanto, no solo es una acusación constitucional inválida, ineficaz, ilegítima, sino que es una acusación constitucional que vicia, que atropella, que viola el terreno que la propia Constitución reconoce al presidente de la República en cuanto a sus prerrogativas y atribuciones esenciales. En un periodo de 3 meses, la oposición destituye 2 intendentes y 7 ministros de Allende, es decir, un alto funcionario de la Unidad Popular cada 10 días. Ces procédures, l'interprétation des moindres virgules de la Constitution et la défense contre les accusations constitutionnelles, ça prend des plombes, ça pompe l'énergie de ouf, et ça capte l'attention de tout le gouvernement. Bref, c'est comme ça qu'on empêche un gouvernement de gouverner. 1972, c'est aussi le moment où ça part en au niveau économique. Alors si on est de droite, on raconte que c'est les réformes d'Allende qui ont plongé le pays dans la crise, et si on est de gauche, on raconte que cette crise est la responsabilité de la réaction. Ce cas est l'un des nombreux cas dans lequel réfléchir en termes de responsabilité est moins pertinent que de réfléchir en termes d'intention. On peut discuter des heures et de manière très pertinente, et d'ailleurs ça fait 50 ans qu'il y a des discussions là-dessus, sur les potentielles erreurs de l'UP qui ont eu des effets contre-productifs et qui ont contribué à accentuer la crise. Mais il reste difficilement contestable qu'à cette période, il y a des gens qui veulent et tentent de lutter contre la crise, et il y en a d'autres qui se lèvent le matin en se disant « Tiens, comment je vais faire pour ruiner le Chili aujourd'hui ?» En faisant un très gros résumé de la crise, elle part du fait que la production n'arrive plus à fournir assez de produits par rapport à la demande en consommation. Ok. On a vu que la demande en consommation, elle augmentait avec les salaires des Chiliens. On a vu aussi que les lois par lesquelles Allende pouvait agir sur l'économie chilienne permettaient certes de faire des avancées, mais posaient aussi pas mal de problèmes. Le principal truc qui empêche d'augmenter la production, c'est le manque d'équipement. Donc on va essayer d'en importer, et c'est là qu'on rentre dans les pressions économiques de la part du bloc de l'Ouest, et en particulier des États-Unis. Bon, déjà, certains pays du bloc de l'Ouest décident d'arrêter d'acheter du cuivre au Chili. Cuivre dont on a vu qu'il était la principale ressource du pays. Autrement dit, maintenant que le profit issu de la vente du cuivre reste au Chili au lieu de partir dans la poche des grands patrons occidentaux, eh ben leurs pays respectifs arrêtent d'en acheter au Chili. Très bien. Et c'est pas que les États-Unis, on a plusieurs cours de justice de pays européens, l'Allemagne, la Suède, la France, qui bloquent totalement l'achat de cuivre chilien. En plus de ça, dès qu'Allende devient président du Chili, les entreprises du bloc de l'Ouest décident d'arrêter totalement de vendre des équipements et des pièces de rechange au Chili. Ce qui fait que non seulement c'est impossible d'avoir du nouveau matériel, mais en plus, dès qu'un joint de culasse de tracteur quelque part se pète la gueule, c'est tout le tracteur qui a jeté. Donc on peut plus labourer les champs, donc on ne produit plus de nourriture, donc il y a des pénuries alimentaires. Alors la seule solution restante, c'est d'importer des denrées alimentaires. Et qui c'est qui accepte de vendre de la bouffe ? C'est les pays du bloc de l'Ouest, exactement les mêmes,
qui refuse de vendre de l'équipement qui nous permettrait de produire nous-mêmes de la nourriture. Donc le bloc de l'Ouest, en particulier les États-Unis, tient le Chili par les couilles. À ça, on doit évidemment rajouter la diminution radicale des aides étrangères, que ce soit de la part des États-Unis, des organisations internationales, de la Banque mondiale ou de la Banque interaméricaine du développement. Petit aparté, à ce moment-là, l'Amérique du Sud est remplie de dictatures ou de régimes autoritaires avec lesquels les États-Unis s'entendent très bien. Ils n'en seront donc pas à leur coup d'essai avec Pinochet. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them. D'ailleurs, évidemment, dès le coup d'État, toutes ces institutions recommencent à donner de la thune à Pinochet, et même en fait beaucoup plus de thunes que sous la République. On a vu que depuis le XXe siècle, les Chiliens luttent contre l'impérialisme, contre l'ingérence permanente des pays occidentaux dans leur vie politique et dans leur économie. Bah c'est pas pour rien. You told him that you were prepared to put up the $1 million in support of a government plan for the purpose of bringing about a coalition of the opposition to Allende. That's correct, Senator. Enfin, même dans le cas où on laisse le bénéfice du doute sur les responsabilités, il reste les intentions. Parmi tous ces acteurs, il y en a qui très clairement font tout pour empêcher la crise, et d'autres qui font tout pour l'accentuer. I thought that the United States had the policy of trying, and the testimonies here said it was to continue democracy in Chile. Yeah. Well, Mr. Dean, democracy, as I understand the term, is the right of the people to determine their government by vote. Quoi qu'il en soit, la conséquence de tout ça, à partir de 72, c'est une explosion de l'inflation et c'est une pénurie sur certains produits alimentaires. Pour désamorcer la situation, le gouvernement crée les JAP. C'est des groupes de citoyens volontaires qui ont deux missions. Premièrement, veiller à ce que leur quartier soit bien approvisionné, donc il faut remonter les chiffres, les besoins du quartier, etc. Et deuxièmement, combattre le marché noir en veillant à ce que les commerçants vendent bien leurs produits par la voie légale et pas en douce au marché noir. Acá en la unidad vecinal número 8 de la séptima comuna, aquí en Copiapó 319, se descubrió que se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. Claro, esto va a ser vendido acá a los vecinos de este sector, que ya se han agrupado una gran cantidad. Seguramente esta venta va a durar aproximadamente unos 3 días. Y yo pienso que aquí hay abastecimiento de sobra, se ven, cuántas veces no se ha dado a conocer en los diarios nuestros, por ejemplo, de tantas toneladas de azúcar, tantas cosas que se encuentran acaparadas. En el mes de marzo hay 3.000 HAP en todo Chile. En algunos casos, las HAP adoptan la tarjeta de racionamiento para hacer más eficiente la distribución. Et puis à partir de 73, le gouvernement utilise les JAP pour remettre à toutes les familles un panier populaire qui est composé d'une vingtaine d'aliments de base. ¿Qué funciones realizan en la práctica? ¿Cómo se materializa ese organismo HAP que usted dice? Ese organismo HAP, yo me parece que dije que es una organización de gente, de pobladores, trabajadores, dueñas de casa, que se juntan, que a través de una reunión ellos quedan facultados para poder controlar en cierto modo, más que ver si acaso existe o no existe el suficiente abastecimiento en un villorrio. Eso es lo que quiero que me explique, le tengo que decir esto para que ustedes se orienten lo que yo quiero. Claro. ¿Me entiende? No es por... No, sí, por eso yo le estoy orientando sin que implique lo que le estoy contestando, que yo lo induzca a decir algo, ¿me entiende? Claro. Bien claro, me gusta ser muy honesto en mi posición. Miren, nosotros en ese sentido, a mí me parece que la función de la organización esta HAP es el papel de saber exactamente de que la gente reciba la suficiente abastecimiento para todo el grupo familiar que hay en el villorrio. ¿Aceite hay, señora? Mire, están despachando el aceite, no sé si hoy día habrá, pero yo saqué hace 3 días atrás el aceite. ¿Le gustaría decirle algo más a otras compañeras de otras provincias? Nosotros estamos haciendo una película. Yo, al menos, yo aguantaría todo lo que pasa para que en el futuro esté mejor, por lo menos mis hijos, así que no alcanzo yo. Estoy conforme con este gobierno. ¿Le gustaría decir algo más? No, nada más. Gracias, por la entrevista.
On l'a dit, le Chili, il est là, il est grand, il est un peu maigrichon, mais on l'aime quand même. Ce qui implique qu'il dépend entièrement et totalement de la qualité de son système de transport pour transporter des marchandises du nord au sud et du sud au nord. Au Chili, à cette période, le système de transport est assuré par des sociétés privées qui sont rassemblées au sein de corporations qui s'appellent les gremios. En octobre 1972, plusieurs corporations de propriétaires de camions se mettent en grève, ce qui accentue encore plus les pénuries alimentaires. Alors à noter que c'est le seul moment où CyberSyn sert vraiment à quelque chose. Avec les données qu'il collecte en temps réel, on est capable de coordonner les conducteurs de camions qui ont refusé de faire grève pour continuer à distribuer de la nourriture partout dans le pays. À noter également au passage, ingérence supplémentaire, que les États-Unis, par l'intermédiaire de la CIA, financent en partie cette grève. Les principales revendications des grévistes, il y en a 3. Premièrement, c'est qu'on puisse leur livrer des pièces de rechange. Pièces de rechange dont on a vu qu'elles sont justement bloquées par les pays du bloc de l'Ouest. Deuxièmement, c'est que le gouvernement ne fixe pas leurs tarifs. Et troisièmement, c'est que le secteur des transports ne soit pas nationalisé et reste privé. Mais le conflit sort très vite de ces revendications spécifiques pour attaquer directement l'existence du gouvernement. La démocratie chrétienne va voir Allende avec une solution en main, il faut faire rentrer des militaires au gouvernement. L'argument qui est présenté à Allende, c'est que historiquement l'armée au Chili est un acteur neutre, ce qui est vrai, et donc va pouvoir arbitrer la résolution du conflit. Le pays étant totalement paralysé, Allende nomme ministre 3 généraux constitutionnalistes, ce qui veut dire qu'ils sont pour le respect de la loi et la non-intervention de l'armée dans la vie politique chilienne. Cette arrivée des constitutionnalistes au gouvernement, elle va emmerder absolument tout le monde, à commencer par Allende et les 3 généraux devenus ministres, qui considèrent que pour que ça fonctionne, les constitutionnalistes devaient rester neutres par rapport au gouvernement. Heureusement, quelques mois plus tard, en mars 1973, il y a des élections parlementaires. Ces élections, suivant les résultats, elles peuvent plus ou moins débloquer la situation, soit en donnant une majorité des résultats, plus de 50% à Unité Populaire, et du coup le gouvernement va enfin ne pas être bloqué dans tous ses projets par l'opposition, soit en donnant les 2/3 des sièges à l'opposition, qui va pouvoir utiliser ces 2/3 des sièges pour forcer Allende à la démission. Et l'armée attend aussi avec impatience ces élections, qui devraient lui permettre de sortir du gouvernement et donc de redevenir un acteur neutre. Bref, absolument tout le monde a les yeux rivés sur ces élections parlementaires du 4 mars 1973. En prévision de ces élections, la totalité des partis d'opposition se rassemblent au sein d'une alliance, la Confédération de la démocratie, qui a pour seul objectif d'obtenir le 2/3 des sièges au Parlement, de manière à pouvoir forcer Allende à démissionner. Señora, ¿por qué va a votar usted en las próximas elecciones? Por Boloya Testeboy y Eliana Araníbal. ¿Qué piensa usted que va a pasar hacia el futuro? Que vamos a seguir progresando y tenemos que seguir luchando mucho más, pues, compañeros, de lo que hemos luchado. ¿Qué le puedo decir yo de Frei? En la gobernación de él, yo tenía una ranchita que se me caía. Corrí el agua por dentro. Con mis 4 hijos con bronconeumonía. Pedí ayuda por aquí, pedí ayuda por allá y no fui nunca escuchada. En cambio ahora, donde yo voy, soy atendida. Y gracias a mi presidente, tengo una linda casa, no tengo grandes comodidades, pero no me ha faltado el pan. Compañero, ¿quién va a ganar el domingo? No sabría decirle quién. ¿No sabría decir? No, señor. ¿No tiene idea? No tengo idea. ¿Lee los diarios usted? Leo yo un poco. ¿Usted apoya la acusación constitucional en contra Sí, señor, de la gente? sí. Sí. ¿No cree usted que eso puede ocasionar una guerra civil? No, de ninguna manera. En la mayoría tenemos la mayoría. Se acuse constitucionalmente al presidente. Luego. ¿Cómo? Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo. Porque tiene destruido, molido. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido. Inmundo. Comunistas asquerosos tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean. Alors il y a 3 scénarios. Soit l'ACODE remporte plus des 2/3 des sièges et peut forcer Allende à démissionner, soit l'UP remporte plus de 50% des sièges et peut enfin commencer à gouverner sans avoir constamment des bâtons dans les roues et sans que l'opposition force ses ministres à démissionner, etc. Par contre, troisième possibilité, l'ACODE a moins des 2/3 des sièges et Allende et l'UP ont moins de 50% des sièges. Si on a cette possibilité-là, on reste totalement bloqué dans la situation actuelle. Et évidemment, c'est ce dernier scénario qui se réalise. L'UP gagne des sièges, mais pas assez pour avoir une majorité simple, pas assez pour avoir 50%, et l'opposition perd des sièges, donc autant dire qu'ils sont encore plus loin qu'auparavant des 2/3 des sièges nécessaires pour pouvoir virer Allende. Donc ces élections sont incontestablement une victoire de la gauche, parce que les résultats montrent que, malgré la crise économique, malgré les tentatives de déstabilisation
à la fois interne et externe. Il y a encore un réel soutien de la population par rapport au gouvernement de l'UP, et il y a même en fait un gain de sièges par rapport aux dernières élections. Donc c'est certes cool, mais en même temps, c'est pas assez pour débloquer la situation. On est reparti sur un gouvernement qui peut pas être viré et une opposition qui l'empêche de gouverner. Alors la seule différence, c'est que après les avoir forcés à rejoindre le gouvernement, l'opposition accuse maintenant les militaires constitutionnalistes d'avoir rompu leur neutralité et d'être devenus des alliés d'Allende, ce qui laisse le libre champ aux militaires interventionnistes. Du côté de la droite, on vit très mal ces élections, étant donné qu'on prend conscience que malgré les pressions, malgré les tentatives de déstabilisation, Allende et son gouvernement ont encore pas mal de soutien populaire. Alors ça fait bientôt 3 ans que la droite accuse Allende de ne pas respecter la constitution et la démocratie, et ça fait 3 ans que Allende s'entête à les respecter, au point, on l'a vu, de se retrouver minoritaire au sein de son propre parti, et d'être totalement débordé par sa gauche. Donc, la droite en arrive à la conclusion tout à fait logique, le seul moyen de se débarrasser d'Allende, c'est de ne pas respecter la Constitution et la démocratie. Donc ces élections de mars 73, elles marquent un tournant, c'est à partir de là que la droite va se concentrer ouvertement sur la provocation d'un coup d'État militaire. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepa. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno popular porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedir mi voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo.